La France est un des pays européens où l'on épargne le plus. Et les chiffres les plus récents de la Fédération bancaire française montrent que l'encours des livrets réglementés est toujours très important, avec un total de plus de 600 milliards d'euros. Le montant des sommes sur les comptes courants des Français est toujours de 549 milliards d'euros, selon la Banque de France. 549 milliards d'euros qui dorment, voire qui sont grignotés par l'inflation. On a presque l'impression que les Français ne savent pas comment faire pour placer leur argent, et même pour aller plus loin, pour se passer des banques, se débancariser. Nicolas Delourme est journaliste patrimonial et directeur de publication aux éditions Jean de Portal. Depuis près de 30 ans, il enquête sur les sujets d'épargne et d'investissement. Je vous invite d'ailleurs à télécharger gratuitement dès maintenant, c'est en description de cette vidéo, le guide C'est quoi l'or d'investissement qui a été édité et publié par les éditions Jean de Portal. Nicolas Delourme, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Nous allons donc parler avec vous de débancarisation. Est-ce que c'est un sujet qui concerne vos lecteurs quand vous faites des rencontres? Est-ce qu'on vous en parle? Oui, on en parle de plus en plus. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ce sujet-là, il était limité à notre relation finalement avec nos lecteurs, des particuliers qui se posent des questions. Et au départ, c'était plutôt un sujet militant. C'est-à-dire je regarde le banquier, ce banquier, je lui fais plus ou moins confiance, donc de manière un peu militante, je vais retirer mon argent, parfois faire l'erreur, de mon point de vue, de retirer de l'argent cash, hein, en espèces sonnantes et trébuchantes que je garde chez moi. Bon, c'est une manière de débancariser, mais ça, c'est limite, on va pouvoir en parler. Et puis petit à petit, on a vu que ça s'est transformé en stratégie. Et puis la débancarisation est sortie de cette discussion entre nos lecteurs et nous, et même des institutions commencent à parler de débancarisation. Alors c'est un terme qui englobe beaucoup de choses, à mon avis à des degrés différents. Moi j'utilise plusieurs termes parce que, vous voyez, celui qui souhaite partir de la banque, ou en tout cas ne pas laisser tout son argent chaque mois à la banque pour des raisons militantes, c'est pas la même chose que celui qui va le faire pour des raisons patrimoniales, stratégiques. J'ai par exemple un lecteur qui me disait « Ah mais non, moi je retire tout au début du mois parce que je ne veux pas que mon banquier sache ce que je fais de mon argent. » C'est pas pareil que celui qui va dire « Non, je ne laisse pas tout mon argent investi, libellé en euros sur des produits réglementés ou de l'assurance vie ou peu importe, ou en compte courant, beaucoup d'argent sur les comptes courants, je vais le mettre ailleurs et dans d'autres actifs. » Oui, en fait, il y a la débancarisation et il y a aussi la définanciarisation, mais Alors, on en parlera tout à l'heure. Et il y a la déseurorisation, comme il y a la dédollarisation. Alors avec l'euro, c'est pas facile à dire. C'est un, voilà, un néologisme, pas facile à dire, mais bon, il faudrait quand même... à chaque fois, c'est une strate supplémentaire. Alors, vous avez parlé de confiance. Est-ce que c'est ça le moteur principal? C'est-à-dire, je n'ai plus confiance dans les banques, j'ai peur que la banque fasse faillite ou j'ai peur que la banque prenne mon argent? Ça, oui, il y a eu ça aussi. Disons que il y a le profil militant. Le banquier, il n'a pas besoin de savoir ce que je fais de mon argent. Il y a un peu de théorie complotiste des fois là-dedans. Il passe son temps à regarder ce que j'ai dépensé ce week-end. Non, pardon, votre conseiller, il a suffisamment de choses à faire dans son agence que de regarder ce qu'a fait chaque client pendant le week-end. Ça ne se passe pas exactement comme ça. Mais bon, s'il veut, bah oui, il peut. Ouais, alors pour aller dans le sens de ces gens-là, et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous faites le moindre virement un peu important, vous avez votre banquier qui vous appelle. Et c'est ce qui vient nourrir ça. C'est vrai, hein, vous recevez de l'argent, vous dites virement, mais même si vous recevez à votre bénéfice, hein, ou vous déposez un chèque important, c'est quoi cet argent, d'où il vient, justifie. Mais justifier de quoi? Bon, voilà. Ensuite, oui, il y a la version vis-à-vis du secteur bancaire. Et ça, c'est important. Et puis, le niveau au-dessus, c'est il faut que je répartisse mieux mon patrimoine financier et ne pas rester comme ça exposé à l'euro. Alors ça, c'est encore une partie
supérieure, pas suffisante à mon goût, mais on y vient. Est-ce qu'on a le droit de ne pas avoir de compte bancaire en France? Vous avez le droit, mais comment vous faites? Enfin, on ne peut plus, c'est pas possible. Euh, Maintenant, on part du principe, regardez même, ne serait-ce que les administrations, hein, il n'y a plus de caisse. Donc on part du principe que vous disposez d'un compte bancaire avec son numéro d'IBAN. Oui, c'est ça. Mais est-ce que finalement, c'est pas un IBAN dont on a besoin, plus qu'un compte bancaire? Je dis ça parce qu'il y a des néobanques qui ne sont pas des banques et donc qui donnent la possibilité d'avoir un IBAN, mais que ce n'est pas une banque. Alors, oui, mais derrière, il y a toujours une banque, hein. Donc il y a quand même vous avez raison, mais donc il y a quand même un compte bancaire, on va le dire comme ça. Il y a quand même une limite avec les néobanques, c'est que le chèque n'existe pas encore. C'est un produit très français, hein. Puis bon, qui tend à disparaître, mais on peut recevoir de temps à autre un chèque et il faut bien l'encaisser. Enfin, c'est ce qu'on souhaite faire. Et là, on a besoin d'une banque, je veux dire, traditionnelle. Alors, on parle aussi de la peur de la faillite de la banque, et donc il existe quelque chose qui est la garantie des dépôts. C'est-à-dire que dans l'absolu, un particulier ne risque pas de voir disparaître son argent jusqu'à une certaine limite. Jusqu'à 100 000 euros. Alors 100 000 euros par client et par établissement bancaire. Donc vous vous dites, je suis assuré jusqu'à 100 000 euros si il y a défaut de la banque, puisque quand je vais déposer de l'argent, entendons-nous bien, que ce soit dit une fois aujourd'hui, quand je vais déposer de l'argent sur mon compte courant, l'argent ne m'appartient plus. En contrepartie, je deviens créancier du banquier, mais ça reste qu'un titre de créance. Si le banquier n'est plus capable de me rendre mon argent, il y a défaut, et effectivement, c'est là où la garantie est censée entrer, bah oui, c'est ça, entrer en ligne de compte, mais le problème de cette garantie, c'est que on a des très gros groupes bancaires en France et dans le monde. Le fonds de garantie, il n'a pas du tout les moyens de couvrir un défaut d'une banque majeure qui, en plus, aurait un effet systémique sur le secteur tout entier. Donc c'est très théorique, cette garantie des dépôts. Déjà, c'est 100 000, bon, qui est déjà pas mal, mais c'est très théorique. Vous avez dit que sur les livrets réglementés, il y avait 600 milliards d'euros. Alors c'est l'encours du livret A et du livret de développement durable et solidaire cumulés. 600 milliards d'euros. La garantie de 100 000 euros ne s'applique pas sur ces livrets. C'est l'État lui-même qui garantit l'encours jusqu'au plafond, donc 12 000 euros pour le LDDS et 22 950 pour le livret A. L'État lui-même dit, s'il y a un problème, je rembourse. Imaginons que les Français, pour une raison ou une autre, aient besoin de puiser dans leur épargne de première nécessité, celle-là, celle des livrets bancaires. 600 milliards d'euros. On est un pays qui a du mal à trouver quelques dizaines de milliards d'euros et qui fait tomber un gouvernement pour ça. Donc imaginez, mais ne serait-ce que même une partie, 100 milliards, et que les banquiers ou la Caisse des dépôts ne puissent pas, parce qu'il y a aussi un problème de liquidité. Cet argent n'est pas disponible à la banque ou à la Caisse des dépôts comme ça. C'est de l'argent qui est réinvesti. J'imagine que la Caisse des dépôts, c'est pas des coffres-forts avec des billets. C'est une place. C'est pas comme ça. Ben, bien sûr, c'est réinvesti, notamment dans le logement social, dans les entreprises à vocation écologique, etc. Les PME. Bon. Et donc, bon, ben, imaginons que la Caisse des dépôts qui centralise 60% à peu près de l'encours des livrets, un petit peu moins, ou un petit peu plus, 60,5%, et les banques gardent 40%. Banquiers, Caisse des dépôts disent, ah ben non, là, si tout le monde demande son argent, son épargne au même moment, c'est pas du jeu. on peut pas payer. Quoi, l'État va payer 600 milliards? Bon, ben, c'est un petit peu comme le fonds de garantie. Et c'est pareil dans l'assurance vie. Il y a un fonds, mais quand on regarde l'encours de l'assurance vie, c'est colossal. Il y a sur l'assurance vie, en euros, plus de 1500 milliards d'euros. Pour faire une comparaison, la dette française, c'est 3300. Donc, à peu près la moitié. Colossal. Sachant que dans les assurances-vie, il y a beaucoup d'obligations d'État et donc de la dette. Hein. Et qu'il y a en plus de la dette. Donc là, le serpent se mord la queue, on ne sait pas comment on en sortirait. Voilà.
Alors justement, donc on a débancarisé, j'ai décidé de débancariser, c'est-à-dire que je garde un compte courant, on va dire, pour les affaires courantes, pour que mon salaire soit versé, prenons cet exemple-là, et après je vais débancariser en fait surtout l'épargne et les placements de mon patrimoine. Ce qui est important de savoir, c'est pourquoi je débancarise. Alors, je mets de côté l'acte militant, qui nous intéresse, bon, on en a parlé. Je débancarise pourquoi? Pour sortir de l'euro, en partie, hein, je n'ai rien contre l'euro, mais ça a du sens. Regardez, les banques centrales qui étaient en retard sur l'or et qui ont acheté massivement de l'or, qui ont accumulé beaucoup d'or ces dernières années, la Chine, la Turquie, l'Inde, la Russie, l'un des objectifs, c'était de se dédollariser, d'être moins dépendant du roi dollar. Ça a du sens. Alors pourquoi moi, en tant que particulier, je ne ferai pas la même chose si je suis trop exposé à l'euro, qui est notre monnaie? Pourquoi je n'irai pas faire la même chose en sortant des euros, qui est surreprésenté dans le patrimoine financier des Français, en sortant des euros, en allant sur un autre actif, notamment l'or, pour toutes ses vertus. Donc là, c'est ce que vous préconisez, en fait, c'est vous dites, je sors de l'euro, donc je sors des placements de la finance traditionnelle ou de la finance qui utilise l'euro, pour aller vers l'or ou d'autres placements. Ouais. Ce que je préconise, c'est de ne plus se poser la question en termes de type de produit, d'épargne notamment, mais plus en termes d'actifs. Souvent, moi, je rencontre des personnes qui me disent « Ouh là là, je sais bien, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc j'ai de l'assurance vie auprès de tel assureur, j'ai un livret A, produit réglementé, voire un livret de développement durable et solidaire. J'ai pris aussi un compte à terme, mais dans une autre banque que la mienne, etc. Donc tu vois, je répartis. Oui, mais en réalité, réfléchis bien. Tu es à 100% investi en euros. Tout ce que tu viens de me citer, ce sont des produits financiers libellés en euros. Et tu me parles de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Ça ne marche pas. C'est ça que je préconise, c'est de se poser cette question-là. Attention, mais ça vaut pour tout, hein. Je veux dire, celui qui est à 100% d'action, on va lui faire la même remarque. Attention, surtout par les temps, par les temps actuels. Pareil pour l'or. Écoutez, c'est pareil. Donc, c'est cette vraie question-là, plus que celle de la banque. Parce que quitter un banquier pour aller voir un assureur vie et placer son argent sur des fonds en euros, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Oui, alors après, il y a l'autre sujet qui peut être vraiment une problématique de confiance par rapport au livret réglementé ou par rapport à l'épargne qui est gérée par la finance dite de confiance. C'est qu'aujourd'hui, on entend beaucoup que cette épargne va être fléchée pour être utilisée pour des sujets très particuliers. Donc là, en ce moment, le sujet sur lequel on veut flécher, c'est le financement de l'industrie de la défense. Aujourd'hui, est-ce que ça peut être quelque chose qui peut bouleverser des gens en disant « mais moi, je ne veux pas que mon épargne serve à faire des armes ou autre ». Oui, alors sûrement qu'il va y avoir une inversion. C'est-à-dire que ce que vous dites là, si on l'avait fait il y a 5 ans, il y aurait eu cet effet-là. Maintenant, c'est plutôt l'effet drapeau qui va jouer, à mon avis, plus que cet acte militant. Je ne veux pas que mon épargne serve à financer ce secteur-là. Donc, l'un dans l'autre, je pense qu'il y aura un effet positif, hein, si le projet est de financer l'industrie de la défense. Bon, voilà, pourquoi pas, hein. Moi, à titre personnel, si j'avais cette attention-là, j'irais investir directement dans le secteur, en action, plutôt que laisser faire de l'épargne fléchée, plus ou moins fléchée. Parce que ces histoires d'épargne fléchée, en fait, on nous le dit, et puis on perd le fil. Vous voyez bien que pour le logement social, si vous posez la question de l'épargne, l'utilité de l'épargne sur le livret A, tout le monde va vous dire « Non, non, attendez, c'est super utile, ça finance l'investissement locatif social. » Oui, pour une minorité, c'est 35%. Donc, vous voyez, c'est très relatif. Alors, on est en train de parler d'épargne et d'épargne de très long terme, parce qu'aujourd'hui, les Français ne s'en rendent pas bien compte, mais nous avons une grande partie de
de nos revenus qui sont déjà captés par les cotisations obligatoires, par les cotisations retraite, etc., etc. Dans d'autres pays, et notamment aux États-Unis, en fait, c'est l'individu qui fait ça volontairement. Et donc, ils ont une meilleure connaissance que nous de la gestion du patrimoine parce qu'ils ont plus de patrimoine à placer et surtout plus de risques si jamais ce patrimoine venait à fondre. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut que les Français se préparent à avoir cette même attitude et commencent à évoluer dans leur culture financière? Probablement, mais ce qui est intéressant déjà, c'est ce que l'on appelle là le salaire différé. Donc typiquement, ce qui relève des assurances obligatoires, hein, l'assurance santé, l'assurance retraite, etc. C'est du salaire différé. Donc quand on réfléchit à son patrimoine financier, à la manière de le répartir, on devrait intégrer ça. On devrait en tenir compte pour savoir comment tout ça est bien équilibré ou pas. Ça, c'est une première chose. Et vous avez raison. On va parler des retraites. Simplement des retraites. Si vous posez la question à quelqu'un, un trentenaire, un quadragénaire, même un quinquas dans la rue, est-ce que tu es certain de toucher ta retraite quand tu auras l'âge que tu ne connais pas de partir à la retraite? Il va vous répondre non, et j'en ai bien conscience, donc il faut que je commence à capitaliser de mon côté. Ouais, il faut que je commence à constituer cette retraite individuelle. En général, en France, la première réponse, c'est l'immobilier. Il faut que j'ai fini de payer ma résidence principale quand je partirai. C'est quand même l'objectif numéro un. Donc c'est une des réponses. Après, c'est vrai qu'il y a une culture financière qu'il va falloir développer parce que je me disais, en venant vous voir, je me souviens qu'au lycée, il y avait des cours d'économie en seconde à l'époque, dans ce qu'on appelait la seconde générale. Il n'y a plus, ça a disparu. On faisait un bac littéraire, on avait quand même ces cours d'économie, alors 2-3 heures, je ne sais plus exactement, mais je me souviens des cours d'économie, on apprenait quand même le b.a.-ba, c'est quoi une monnaie, qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'une entreprise. Ça a disparu aussi, hein. Ça doit compter. Alors vous parlez souvent du portefeuille Brown, alors M. Brown, c'est un libertarien, c'est un des premiers libertariens américains, et qui a, lui, comme logique qu'un portefeuille robuste ou permanent, c'est comme un 4 quarts. C'est-à-dire qu'il faut un quart d'actions, un quart d'espèces ou de cash, un quart d'or et un quart d'obligations de long terme, me semble-t-il. Est-ce que ça, c'est une logique qu'on pourrait tous avoir? Et un quart d'or, je pense que vous avez oublié. Je crois que je l'ai dit quand même. Ah, vous l'avez dit. Si j'ai oublié un quart d'or, je peux partir. Ouais, c'est ça. Donc, je voulais être sûr de bien l'avoir entendu. Oui, il y a un quart d'or, ce qui a beaucoup surpris, parce que ce portefeuille est né dans les années 80, et à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. C'est très intéressant, ce portefeuille. Alors, il vaut ce qu'il vaut. C'est un quart, un quart, un quart, un quart. Mais au moins, il y a la réflexion. Une vraie réflexion. Alors, voyons voir ce que ça dit derrière. Le quart d'or, c'est très important parce qu'on va voir que là, surtout en France, il n'existe pas en réalité. Une fois qu'on a posé son 4 quarts sur la table, j'invite tout le monde à faire la comparaison avec son patrimoine financier. On le connaît, le patrimoine financier des Français. Vous avez des produits de taux, donc des produits libellés en euros, c'est des dépôts du compte courant, des dépôts à vue, de l'épargne réglementée, on en a parlé, et de l'assurance vie libellé en euros. 3800, près de 3900 milliards. Je rappelle la dette française, 3003. Hein. Donc on est au-dessus. Bien, les Français ont plus d'argent que ce qu'ils doivent globalement. Donc 3900 milliards, c'est monstrueux. Ça représente 60% en fait de l'épargne globale des Français si on sort, je parle de l'épargne financière, hein, je sors volontairement l'immobilier. À côté de ça, vous avez les fonds propres, donc les actions, côté non coté, l'assurance vie en unité de compte qui est aussi importante, 2500 milliards, ce qui représente 38%. Donc 60% en euros, 38% en actions. On commence à voir votre 4 quarts qui n'est plus un 4 quarts. Là, la recette ne va pas être très bonne parce que c'est très déséquilibré. Ça va être un peu farineux. Et puis à côté de ça, vous avez tout le reste, 78 milliards, et donc ça fait moins de 2%, enfin un petit peu plus de 1% seulement. Et là-dedans, où sont les obligations? Parce que, attention,
l'assurance vie en euros, oui, certes, est investie essentiellement en obligations, mais ce n'est pas des obligations que je ne détiens pas de titre financier. C'est l'assureur qui détient ça. Lui, il me verse un taux d'intérêt. Donc je suis libellé en euros. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle de l'assurance vie en euros. Voilà, pour les obligations, il n'y a pas. Et l'or, l'or est fortement sous-représenté. Donc si le bon ratio, c'est 25% d'or, oui, nous sommes vraiment déséquilibrés. Et il faut réfléchir à tout ça. Sachant que l'idée de Brown, c'est de dire, à l'arrivée, j'aurai 4% d'augmentation de ce portefeuille. Ce n'est pas du tout un portefeuille spéculatif. C'est un portefeuille prudent. Voilà. C'est ça qu'il dit. C'est un portefeuille prudent. Nous, on pense, nous les Français, on pense que la prudence, c'est de garder des euros. Comme si, on a une aversion au risque très élevée, à mon avis, on bat les records. D'où le livret A. Comme si l'euro, en tant que tel, n'était pas un placement. Et d'ailleurs, souvent, qu'est-ce que tu as comme placement? Quand vous posez la question, on vous répond « Ouh là là, non, moi je préfère pas, je garde tout à la banque, point final ». Pardon, mais tout garder à la banque en euros, c'est un placement et c'est prendre un risque. On connaît le risque, l'érosion monétaire. Bon, on l'a connu, on y a goûté dernièrement avec le Covid. L'inflation en temps de guerre, ça n'a rien à voir. Là, c'était juste un petit entraînement. L'inflation en temps de guerre, c'est à 2 chiffres, et on parle souvent d'hyperinflation. Donc, certes, les chars ne sont pas aux portes de Paris, ce n'est pas la question, mais quand même, dès qu'il y a des tensions géopolitiques, la résultante, c'est ça. Et gardez bien en tête que l'euro, un billet, décidé d'être investi en billet de banque, ce qui est la base, puisque je n'ai pas vraiment le choix en réalité, c'est prendre un risque, déjà. Alors cette répartition un quart, c'est donc un portefeuille prudent, les actions pour la croissance, les obligations pour la sécurité, les produits de taux pour la stabilité et l'or donc pour l'inflation et l'érosion monétaire. Alors on pourrait intégrer l'immobilier en fait à la place des obligations par exemple en disant que finalement l'immobilier est relativement stable et puis ça peut être un placement à 30 ans. On pourrait pour celui notamment qui fait de l'investissement immobilier, oui on pourrait, tout à fait. Vous avez raison. Ouais. Mais ce qui est important c'est de poser ce 4 quarts devant soi, le dessiner, c'est assez simple. Vous répartissez en 4, et puis vous regardez, dans quelle situation vous êtes par rapport à ça. Il y a quand même quelque chose sur l'or. Alors lui il pensait essentiellement à l'inflation, à la valeur refuge. Il y a aussi le fait que là-dedans, je mets à part l'immobilier, encore une fois, c'est quand même le seul actif sans contrepartie. Et ça aussi, c'est une notion qui est souvent mal comprise, le fait que dès qu'il y a contrepartie, alors il y a risque. Et un billet de banque, il y a contrepartie. La contrepartie, c'est la confiance dans notre système. On peut aussi se dire d'ailleurs que on voit que l'euro est grignoté, baisse parce que le cours de l'or monte. Voilà, ou inversement, enfin on peut le dire dans les deux sens. C'est-à-dire que là, depuis 2018, on a l'impression, comme l'or ne fait que augmenter, le cours de l'or ne fait que augmenter, que effectivement l'euro a été grignoté petit à petit. Est-ce qu'on peut dire ça, ou est-ce que c'est un raccourci un peu rapide? De toute façon, l'érosion monétaire, elle fait partie de la vie économique. Les mêmes scènes vont nous dire les économistes, si elle est maîtrisée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a une banque centrale européenne dont c'est la première mission, de maîtriser ça. En temps normal, ça se passe bien. Puis dès que les tensions arrivent ou qu'une crise arrive, une pandémie, peut-être un conflit, enfin j'en sais rien, j'espère que non, touchons du bois, on sort de cette maîtrise. Ouais. Enfin, clairement, de toute façon, on est dans une époque où on sent que les crises, en fait, se succèdent et une crise remplace une autre crise. Ça fait un peu longtemps que ça dure, quand même. Ouais, c'est ça. Et je voulais quand même revenir au militant qui retire son argent chaque mois pour ne pas le laisser au banquier. Il faut bien avoir conscience que il fait ça, mais il prend un risque, il reste en euros, bon, très bien,
et il est sur un actif avec contrepartie. Ce qui n'est pas le cas de l'or, j'insiste bien là-dessus, c'est pas le cas de l'or. Pourquoi? Parce que quand vous détenez une pièce d'or, alors que vous la tenez dans votre main ou que vous l'avez rangée soigneusement dans un coffre comme chez Veracash, mais quand elle est à vous, c'est ça qui est important, l'actif et le titre sont fondus dans le même objet. Sinon, tout le reste, vous avez un titre, pour l'essentiel, une obligation, c'est une promesse, on va vous rembourser, c'est promis, juré. Un livret, bah pareil, on l'a dit, c'est une créance, enfin un livret ou un compte courant. Une action, bah, il faut que l'entreprise continue de vivre et si possible de croître, mais l'inverse est aussi possible. Donc il y a bien contrepartie, et la contrepartie, c'est celle d'un tiers. Vous n'êtes pas tout seul dans l'affaire. Et on pourrait même aller jusqu'à l'immobilier, on va vous promettre qu'on va vous le racheter. C'est pareil avec l'immobilier. Mais enfin, vous vivez dedans quand même, et ça, c'est quand même une forme d'enrichissement. Très bien. Nicolas Delhomme, merci beaucoup pour ce grand tour autour de la débancarisation. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le guide C'est quoi l'or d'investissement qui a été édité par les éditions Genre de Portal. Oui, c'est important parce que c'est le fameux quart qui est généralement dans les patrimoines le plus petit. Un quart plus petit, c'est paradoxal ce que je dis, mais enfin, bon, voilà, c'est celui-là qu'il faut corriger. Un quart plus maigre. Vraiment très maigre. Hein. Si c'est le sucre du gâteau... Ça va pas être très bon. Non. Merci beaucoup, Nicolas.